je me suis portée volontaire, ou j'ai été désignée d'office, mais ça revient au même, pour accueillir le professeur Rémi Slama, le parrain de cette promotion. Donc Rémi Slama, vous le connaissez déjà sûrement, c'est un immense chercheur d'abord, un très très grand épidémiologiste, je le vois sourire, mais Rémi me connaît donc il sait que je le pense. Un spécialiste de l'environnement, il a commencé dans l'épidémiologie de la fertilité humaine, ici dans l'enceinte de cette faculté, de cet hôpital. Et puis il est parti voler vers d'autres horizons, et c'est maintenant un des grands spécialistes de l'épidémiologie environnementale en France et dans le monde. Il est une chaire de santé publique au Collège de France. Il est directeur de l'Institut thématique santé publique à l'INSERM. À propos du Collège de France, je vous invite à écouter ses conférences sur le site du Collège de France. Je l'ai fait et c'est absolument passionnant. On apprend des choses quasiment à la fin de chaque phrase. Ça ouvre des perspectives sur autre chose. Et pas juste sur l'environnement, sur beaucoup d'aspects de la santé, de l'épidémiologie, voire de la politique de santé. Voilà. Et donc j'ai dit, et voilà, surtout Rémi, on l'a invité ici, non pas seulement parce que c'est un très grand chercheur épidémiologiste, mais aussi parce qu'on a des liens affectifs avec lui, puisqu'il a étudié dans cette faculté, enfin la faculté d'à côté, après, celle où on donne les cours. Il a fait, ça s'appelait à l'époque un DEA, pas un M2, mais voilà, c'était au moins aussi bien. Il a étudié avec certains d'entre nous, et voilà. Merci beaucoup Rémi d'avoir pris du temps pour venir parrainer cette cérémonie et nous apprendre une fois de plus quelque chose. Merci Laurence. Bien, eh ben, je suis un petit peu ému après ces mots aussi gentils que Laurence a dit en introduction. Je suis vraiment très honoré d'être avec vous pour ce moment important qui n'existait pas il y a pas loin de 25 ans quand j'étais à votre place et qui est une excellente initiative. J'ai choisi comme titre à cet échange « La santé publique comme on respire ». Je crois que la santé publique est un vaste champ de recherche et d'action qui a certains traits importants qui sont d'être essentiels pour la société, pour la vie, d'être sans limite ou en tout cas avec des limites lointaines et difficiles à dépasser, d'être finalement peu visible et d'être constitué d'un mélange complexe et important. Alors, je voudrais illustrer ces éléments en commençant par ce côté essentiel de la santé publique et par une interrogation qui, je crois, est importante quand on est chercheur, futur chercheur, spécialiste de santé, citoyen, qui est de se demander quel est l'événement important, peut-être le plus important, quels sont les événements importants qui peuvent arriver à nos sociétés parmi les événements positifs. C'est assez facile de penser à des événements catastrophiques. En termes d'événements positifs, c'est moins évident. Je ne sais pas quelle serait votre réponse, mais celle que je vous propose, c'est celle qui est représentée par ce graphique qui nous vient de nos amis de l'INED et qui représente l'accroissement de l'espérance de vie au cours des 2 à 3 derniers siècles, depuis le milieu du XVIIIe siècle. Variation qui concerne la France, qui concerne en grande partie la plupart des pays d'Europe, qui ne concerne pas l'ensemble de la planète dans cette ampleur malheureusement, et qui correspond, comme vous le savez, à un passage d'une espérance de vie qui était de l'ordre de 25 ans, avec une très forte mortalité infantile au milieu du XVIIIe siècle, à une espérance de vie qui est de 83 ans aujourd'hui, donc un triplement en 250 ans. C'est quelque chose probablement d'unique dans l'histoire de l'humanité.
extrêmement impressionnant. Après, il reste à savoir ce que nos sociétés, ce que chacun fait de ces 2 vies supplémentaires, en quelque sorte, qu'on a gagnées par rapport à nos ancêtres du XVIIIe siècle. Mais toujours est-il qu'il y a ici un potentiel d'avoir une vie plus longue et, on l'espère, mais ce n'est bien sûr pas automatique, plus pleine et plus riche. Alors, en santé publique, la question et pas forcément de réfléchir à la façon dont on va se mettre à prescrire ce que les gens doivent faire de leur temps, mais à réfléchir aux causes qui ont pu expliquer cette évolution absolument spectaculaire. Elles sont multiples et il y a plein de façons de les résumer, de les présenter. Une façon de le faire, c'est de dire que cette évolution, qui est celle qui correspond à la transition épidémiologique, qui a vu un contrôle progressif et incomplet des maladies infectieuses et le remplacement de ces maladies infectieuses par des maladies chroniques qui sont graves mais qui surviennent à des âges plus avancés et qui donc expliquent l'allongement de l'espérance de vie. Et donc réfléchir aux causes de cette transition épidémiologique à un certain niveau, au niveau contrôlable pour la société, on peut considérer que c'est lié à un certain nombre d'évolutions de notre société qui sont notamment la construction et le développement des égouts, qui sont bien sûr essentiels pour ce qui concerne le contrôle de certaines maladies infectieuses comme le choléra, l'évolution de l'habitat qui nous a permis de nous éloigner de certains vecteurs de maladies, de mieux nous protéger du froid, des éléments climatiques. La chaîne du froid, qui est quelque chose d'absolument essentiel et qui est dans le domaine de l'alimentation probablement l'événement le plus important depuis la découverte de la cuisson par le feu il y a quelques centaines de milliers d'années. La transformation de l'agriculture, ce qui a permis d'éliminer l'autre grande cause de maladie avec les maladies infectieuses, à savoir les famines. Et puis la vaccination à partir, on va dire, du 19e siècle et certains traitements médicaux, les premiers étant les antibiotiques pour ce qui est des traitements efficaces à compter environ un petit siècle, un petit peu avant la Deuxième Guerre mondiale. Donc tout ça est absolument essentiel. Vous voyez que c'est le travail d'énormément de secteurs de la société. Le domaine purement médical au sens identifié comme tel et au sens de ce qui se fait dans les hôpitaux, ce qui est bien sûr une vision restreinte à la fois de l'hôpital et du système de santé, il intervient, il est essentiel avec les antibiotiques. Le domaine médical et paramédical, il est aussi présent avec la vaccination. Pour le reste, vous voyez que le travail est aussi celui des urbanistes, des ingénieurs, des architectes, des agronomes, des agriculteurs, etc. Donc il y a vraiment, et tous ces spécialistes contribuent de façon essentielle à la santé publique. Vous voyez que cet événement absolument spectaculaire est un événement qui s'est fait progressivement et qui est silencieux et ce qui est propre à beaucoup d'actions de santé publique qui sont souvent plutôt du côté de la prévention, même s'il y a plein de travaux et méthodologiquement la santé publique, et notamment l'épidémiologie, est essentielle bien sûr à toute la recherche clinique avec toute la méthodologie des essais cliniques et des essais randomisés, contrôlés. Mais on est face à des approches qui sont essentielles et qui nous permettent d'attaquer la maladie en quelque sorte sans combattre, ce qui, nous disait Sun Tzu il y a 2500 ans, est essentiel. Pour lui, dans son art de la guerre, le meilleur savoir-faire, ce n'était pas de gagner sans victoire, sans bataille, mais plutôt de vaincre l'ennemi sans combattre. Et je crois qu'une des forces de la santé publique est aussi quelque chose qui explique beaucoup de ses caractéristiques et qu'elle nous permet, dans certains cas, de vaincre la maladie sans l'affronter de face. Alors, ça nous amène à la question de la structure de notre système de santé et à la place des efforts de prévention par rapport à ceux de thérapie. Les deux sont absolument essentiels. Maintenant, quand on regarde la structure de ce système de santé de façon extrêmement macroscopique, en examinant les dépenses de ce système de santé, telles que l'adresse, notamment les analyses, elles sont de 309 milliards d'euros environ
aujourd'hui, c'est-à-dire pas loin de 12% du produit intérieur brut. C'est vraiment, avec le domaine social, un des premiers postes de dépenses. Et 95% de ces dépenses vont vers la thérapie. Pour le complément, 5% qui vont vers des actions de prévention. Alors, ce qui est recensé dans les analyses de l'adresse, c'est les actions de prévention individuelles. Donc voilà, prescrire un patch nicotinique. Les actions de prévention collective ne sont pas comptabilisées là-dedans, elles ne rentrent pas dans les dépenses de santé. Quelque part, ça veut dire qu'il y en a plus que ces 5% qui sont indiqués là, mais ça veut dire aussi qu'elles n'intéressent pas tant que ça le système de santé qui reste très centré sur la thérapie, ce qui peut avoir du sens, mais qui quand même mérite d'être réfléchi à l'aune de ce qui est symbolisé par ces deux triangles inversés, à savoir que la prévention et la prévention primaire en particulier, qui bien qu'elle cible une population beaucoup plus vaste, souvent la population générale ou certains sous-groupes identifiés, peut, dans un certain nombre de cas, pas dans tous, fournir des moyens de vaincre la maladie qui sont plus économiques, plus économes que les actions de thérapie. Alors ça ne veut bien sûr pas dire qu'il ne faut pas mettre tous les moyens disponibles pour soigner les patients, mais que quand même une réflexion sur la meilleure façon d'investir ces centaines de milliards qu'on met dans notre système de santé, en commençant peut-être par faire du mieux qu'on peut du point de vue de la prévention, et puis ensuite en soignant des patients dont on espère qu'ils seront moins nombreux, pourrait être une façon de reconsidérer et de réfléchir à l'avenir de ce système de santé. La recherche en santé publique, elle est essentielle aussi parce qu'elle nous permet de réfléchir à toutes ces inventions que l'esprit humain, et c'est sa fonction et c'est probablement sa force, nous soumettent, proposent à nos sociétés ou individuellement. Alors, il y a plein d'exemples et des exemples positifs. Je voudrais en prendre un petit peu particulier, qui est cette machine assez spectaculaire inventée en 1880 par Bonsac. C'est la machine à rouler les cigarettes, ce qui a été vu une petite révolution à l'époque et qui a permis un essor colossal de la cigarette roulée, ce qui a entraîné une augmentation importante, une augmentation considérable du tabagisme qui était d'abord essentiellement masculin pour des raisons diverses, mais en gros c'était vulgaire pour les femmes de fumer. Alors, l'industrie s'est pas arrêtée là et s'est appuyée sur une industrie bien particulière qui est le marketing, qui a un rôle essentiel, qui peut être tout à fait positif quand on parle de promotion de la santé, de marketing vis-à-vis de comportements vertueux, mais qui peut aussi induire des comportements qui se révèlent absolument néfastes pour la santé. Et donc, il y a d'excellents, malheureusement, spécialistes de marketing, d'excellents publicitaires qui ont travaillé avec l'industrie du tabac pour valoriser la cigarette, notamment chez les femmes, en distribuant des cigarettes à certaines femmes qu'on appellerait des influenceuses aujourd'hui, qui étaient présentes à l'Easter Parade à Manhattan au moment de Pâques, ou avec des publicités qui étaient plus ou moins justes, la cigarette qui donne une silhouette fine. Il y avait des publicités sur le fait que la cigarette éclaircissait la voix et des choses complètement fantaisistes, mais que sans les outils de la santé publique, on ne peut pas démonter. Et les outils de la santé publique ne suffisent pas. Et vous connaissez cette loi selon laquelle, d'ailleurs, ça prend beaucoup plus de temps de démonter des balivernes que de les prononcer, malheureusement. Et donc cette histoire du développement et du marketing du tabac auprès des hommes, des femmes est absolument passionnante. Elle est maintenant disponible à la suite de procès intentés à l'industrie du tabac et c'est une source de connaissances pour tous les spécialistes de santé publique avec un très beau travail d'historiens et de sociologues sur ces disciplines. Ça illustre que le rôle de la recherche en santé publique est multiple pour nos sociétés. Cette recherche, elle peut identifier les dangers, nous dire que par exemple telle substance est cancérigène, que le tabac l'est. Elle peut, si on caractérise bien les expositions, les relations dose-réponse, fournir non seulement un risque relatif ou un odds ratio, mais des mesures plus parlantes pour la société,
en termes d'impact sanitaire, un nombre de cas de cancer qui serait attribuable à l'exposition et aider les décideurs à savoir dans quelle mesure il faut prioriser l'action sur cette substance, à convertir éventuellement, si c'était nécessaire, ces cas de pathologie en termes d'impact sociétaux et économiques pour nourrir la décision et la gestion du risque. Et dans ce modèle qui est complètement accepté, ça ne veut pas dire qu'il faut être parfaitement d'accord avec ça, vous voyez qu'il y a une frontière entre la science qui s'arrête à ces quantifications et la décision publique qui prend le relais. Bon, je pense que le modèle est un petit peu dépassé et qu'il y a un vrai enjeu pour trouver une juste place pour les scientifiques qui ne doivent pas prendre la décision à la place de la société, bien sûr. Les scientifiques ne sont pas élus, mais à l'interface entre science et politique. Et c'est aussi essentiel face à des objets et des choix extrêmement complexes. Tout à l'heure, Arthur nous disait qu'il avait travaillé sur les écrans. Bon, les écrans, on ne va pas les jeter à la poubelle du jour au lendemain, mais c'est pertinent de se poser la question de leur danger. Eh bien, de demander à la recherche en santé publique d'analyser précisément les différentes options de gestion du risque, restreindre l'usage dans certaines classes d'âge, dans certaines situations, pour identifier le coût et les bénéfices qui peuvent être attendus, et aussi parce que toutes les actions ne se font pas par un claquement de doigts, identifier des interventions qui peuvent permettre de mieux contrôler ces expositions et les impacts associés. Donc voici certains des rôles, et ils ne sont pas tous là, que la recherche que vous avez apprise à pratiquer ici peuvent remplir pour aider notre société, et vous verrez à quel niveau vous choisissez de vous positionner et comment vous évoluerez au cours de votre carrière. Moi, je sais que j'ai vraiment commencé dans ce côté-là avec la caractérisation de relations dose-réponse, et avec le temps, je me suis rendu compte de l'importance de ces études d'impact sanitaire, et puis aussi de l'importance de cette analyse des options de gestion du risque et de validation des interventions, ce qui fait un parcours absolument passionnant en termes à la fois d'outils scientifiques et d'interaction avec les différents secteurs de la société. Cette recherche en santé publique, en plus d'être essentielle, je l'évoquais, elle est rarement visible. C'est quelque chose qui est important et qui, dans certains cas, peut nous poser des difficultés, notamment quand il s'agit de la soutenir. Historiquement, et on peut comprendre pourquoi, la prévention peut être vue comme une sœur un petit peu moins prestigieuse que la thérapie. Un décès évité par la prévention sera toujours moins visible qu'un malade sauvé par un médecin ou un clinicien. C'est très bien que le rôle des cliniciens soit valorisé. Il n'est pas simple, mais il est aussi crucial qu'on aide à rendre visibles ces décès évités par la prévention, qui peuvent correspondre à de nombreuses années de vie gagnée. Par ailleurs, il y a d'autres raisons qui sont peut-être moins essentielles, mais que je vous soumets, qui sont qu'il y a beaucoup de découvertes de santé publique qui sont rattachées pas forcément à la santé publique et à d'autres champs. Moi, j'ai tendance à considérer bien sûr que les égouts ou plein de mesures d'urbanisme ont du sens pour la santé publique, mais elles sont mises en œuvre ici, chez nous, des fois par les ministères plutôt en charge de l'environnement ou de la ville, qui dialoguent finalement assez peu avec le ministère de la Santé. Le sport, qui est quelque chose d'essentiel pour la santé publique, voilà, et concerne certains ministères spécifiques et du coup d'ailleurs est un levier qui n'est pas facile à actionner à l'échelle de l'ensemble de la population. Et puis il y a dans la période récente l'émergence d'un certain nombre de thématiques qui ont mis en avant, je pense, la santé publique, mais qui ont été vues comme des questions en tant que telles. La science des données, c'est passionnant, mais je pense qu'on en fait ici depuis des décennies. Donc c'est très bien si ça rejaillit sur la santé publique, si ça fait émerger des écoles et des chaires complètement déconnectées de la santé publique, ce ne sera pas toujours positif. L'intelligence artificielle, c'est pareil, les big data, je pense que voilà, ici il y a plein de monde qui font des big data à une époque où c'était absolument pas prestigieux, et ce serait bien que le prestige de ces big data, s'il y en a, parce qu'elles posent aussi des défis sur lesquels je reviendrai, soit
soient reconnus. La santé numérique est un autre exemple qui, des fois, ont un petit peu tendance à déshabiller ou déposséder la santé publique de concepts qui lui sont complètement rattachés. Et puis, ces disciplines de la santé publique sont des disciplines intégratrices et d'interface, qui est tout à leur crédit et qui est positif. Mais ça rend leur spécificité moins visible. Effectivement, les modèles de régression qui restent très intéressants ne sont pas la propriété privée de la recherche en épidémiologie ou en santé publique. Donc tout cela rend peut-être les disciplines de la santé publique moins visibles, ce qui ne doit pas amoindrir leur rôle. La santé publique, comme toute science, a pour mission de rendre visibles les choses, rendre visibles les effets du tabac que j'évoquais tout à l'heure, aider les politiques qui n'en ont pas forcément les moyens à savoir quelle pourrait être la priorité. Et là-dessus, un exemple qui n'est sûrement pas le seul guide qu'on doit avoir et qui a le mérite et la limite d'être purement quantitatif, c'est cet exercice de quantification du fardeau de maladie, ici associé à certains facteurs plutôt externes, et qui nous permet de quantifier les DALI, les années de vie en bonne santé perdues, associées à un certain nombre de facteurs. Et je ne dis pas que ça doit être l'alpha et l'oméga des politiques de santé, parce que ça traduit en grande partie l'ancienneté du problème et le fait qu'il soit bien connu. Et donc il y a énormément de problèmes qui méritent beaucoup d'attention dans le bas du tableau, et y compris ceux qui ne sont pas entrés dans le tableau parce qu'on n'a pas les moyens de les quantifier et qu'il faut savoir faire apparaître. Mais c'est une illustration ici de ce rôle de la science en général et de la science en santé publique en particulier, de rendre visible ce qui affecte nos sociétés et de passer au-dessus des enjeux de marketing et si possible de nourrir ce marketing de façon positive. Cette santé publique, c'est un subtil mélange. Je l'ai déjà évoqué. On peut l'évoquer par un modèle un petit peu général à plusieurs niveaux par lequel j'aime bien résumer le rôle des disciplines de la biologie en général pour ce qui est de la compréhension de la survenue des maladies. Je pense que ces disciplines de la biologie, de la recherche en santé, doivent concourir à nous faire comprendre ce qui nous fait arriver à la survenue d'une maladie et de ses conséquences en aval, et donc de remonter une chaîne causale qui commence bien sûr à proximité, qu'on peut commencer à faire remonter dans l'organisme à proximité immédiate de l'organe concerné. Et là, c'est toute la recherche, essentiellement clinique, en biologie fondamentale, qui nous permet de comprendre les mécanismes physiopathologiques. C'est tout l'héritage de Claude Bernard depuis la fin du XIXe siècle. Et donc, on va éventuellement comprendre que telle maladie a besoin de la présence de trois mécanismes, MI1, MI2, MI3, par exemple du stress oxydatif, telle mutation génétique et de l'inflammation chronique pour éventuellement se déclencher. Il faut être capable de remonter encore en amont, au-delà de ces causes proches ou proximales de la maladie interne à l'organisme, vers des causes qui sont peut-être plus lointaines, peut-être extérieures à l'organisme, et identifier des facteurs que je qualifierais de façon générique d'environnementaux, qui peuvent être un agent infectieux, un facteur physique, un facteur psychosocial, qui va créer l'inflammation chronique ou peut-être même la mutation évoquée précédemment. Et donc, voilà, le spécialiste de santé publique va contribuer avec ses collègues des différentes disciplines à construire cette chaîne causale qui peut être extrêmement complexe et remonter très en amont. Prenons l'exemple, par exemple, d'une maladie très grave, difficile à guérir, le cancer du poumon. On peut considérer au niveau proximal, et je m'excuse auprès des cliniciens dans la salle, que ça peut résulter d'inflammation chronique, de dérégulation de certaines voies de mécanismes de signalisation comme P53, qui est un anti-oncogène essentiel et qui, si il est dérégulé, va peut-être contribuer, il va moins jouer son rôle et va favoriser la survenue d'un cancer du poumon. Et puis, en amont, les épidémiologistes vont identifier certains facteurs de risque, le tabagisme, la pollution atmosphérique, le radon. Et encore en amont, parce qu'on n'est pas obligé de s'arrêter là, on va peut-être nous dire que le tabagisme, il est influencé par le comportement de mes parents vis-à-vis du tabac, le fait que
mes héros favoris quand j'étais petit, et Clint Eastwood, j'avoue, en est un, étaient fumeurs et que ça m'a peut-être inconsciemment influencé. Et donc on a ici toute une chaîne extrêmement complexe qui va des salles de cinéma, aux rues, à l'urbanisme, jusqu'aux patients qui déclenchent un cancer du poumon. Connaître toute la chaîne est essentiel parce que à chaque niveau, l'information peut être utile. Alors si vous êtes un clinicien ou une industrie qui cherche à développer des maladies pour soigner le cancer du poumon, il est probable que c'est plutôt à ce niveau-là que vous allez intervenir et que c'est cette information sur les mécanismes proches que vous allez considérer, peut-être pour trouver des molécules capables d'interférer et de rétablir la fonction de P53 ou de limiter l'inflammation chronique. Si vous êtes au niveau de la Direction générale de la santé, plutôt intéressé par des questions de prévention, vous allez vous dire que ce serait intéressant d'agir sur le tabagisme. Du côté du ministère de l'Environnement, on va plutôt réfléchir à la question de la pollution atmosphérique. À un moment, vous allez vous rendre compte qu'agir sur le tabagisme, c'est très compliqué, donc il va falloir réfléchir en amont sur les déterminants du tabagisme, parce que c'est peut-être plus facile d'agir dessus, sur le moment où on commence à fumer, parce qu'après, c'est trop tard. Vous allez avoir besoin de psychologues, de sociologues, d'économistes qui vont vous conseiller et réfléchir avec vous si des taxes, des réglementations, y compris sur l'industrie du cinéma ou de l'audiovisuel, peuvent avoir du sens. S'il faut mettre en place, comme c'est le cas dans certaines villes, des primes pour remplacer les chauffages au bois non performants pour limiter cette pollution atmosphérique. Et donc vous voyez que comprendre toute cette chaîne causale extrêmement complexe permet à la société, selon les questions qu'elle se pose, d'agir et éventuellement de traiter le problème si elle s'en donne les moyens. Et il faudrait bien sûr décliner ça pour toutes les pathologies, et le cancer du poumon fait partie de celles qu'on connaît le mieux. On n'en est malheureusement pas au même stade pour toutes les maladies. Vous voyez, je vous parlais d'un mélange subtil. D'un point de vue disciplinaire, vous avez toutes les disciplines que Laurence Meyer a évoquées tout à l'heure, la sociologie, la psychologie, l'économie de la santé, les sciences politiques pour réfléchir très en amont sur les leviers d'action, les mécanismes au niveau individuel, les mécanismes cognitifs et sociétaux permettant de réguler et de modifier les comportements, les sciences de l'environnement bien sûr, l'épidémiologie et la toxicologie pour le lien entre ces différents facteurs et soit des biomarqueurs d'effet, soit la pathologie elle-même, et bien sûr une biologie plus fondamentale, de la pathophysiologie, de la toxicologie moléculaire pour ces premières étapes. Et des spécialistes capables d'intégrer tous ces éléments pour les communiquer à la société et aux décideurs. Je voudrais prendre un autre exemple dans le champ qui est le mien de la santé environnementale, qui est celui d'un de nos plus anciens ennemis, bien antérieur à la cigarette, dont vous avez vu qu'elle avait réellement, pour ses usages fréquents, pas tellement plus que 150 ans, et j'espère pas beaucoup plus, pas autant à continuer à empoisonner nos sociétés. Cet autre exemple, c'est donc un exemple beaucoup plus ancien qui est celui du plomb, qui lui est présent dans notre environnement depuis plusieurs milliers d'années du fait de certaines propriétés intéressantes de ce métal avec un point de fusion très faible, ce qui permet de le rendre très malléable. C'était un peu le plastique des Égyptiens et des premières sociétés. Eh bien, ce plomb a de nombreux effets sur la santé, notamment sur notre système nerveux. On a, après plusieurs décennies de travail et malgré des efforts très efficaces, malheureusement, de l'industrie, et notamment de l'industrie de l'essence au plomb, qui a réussi à mettre une chape de plomb, si je peux dire, sur la recherche entre les années 1920 et 70, en gros. On a des connaissances qui montrent, par exemple, par ce genre d'analyse purement écologique, des coévolutions entre les niveaux de plomb dans l'atmosphère et les retards mentaux. Alors là, c'est décalé d'une douzaine d'années, c'est-à-dire les retards mentaux à l'entrée au collège une douzaine d'années plus tard chez les enfants. Ça, comme vous le savez, c'est un niveau de preuve très faible, c'est écologique, mais c'est une corrélation qui est très nette, qui est sous-tendue par des études de cohortes individuelles avec un ajustement sur des facteurs de confusion divers et une caractérisation des expositions avec des biomarqueurs qui nous montrent cette association nette entre la
plombémie chez l'enfant et le quotient intellectuel mesuré un petit peu plus tard. Des études chez l'animal qui nous montrent que le délai d'apprentissage, ici chez un rongeur, qui est le délai qui lui permet de rejoindre cette petite plateforme qui n'est pas visible dans ce liquide blanc à partir d'un certain point, eh bien, ce délai d'apprentissage est accru chez les animaux qui ont été exposés de façon précoce au plomb. Au niveau plus fondamental, le plomb interfère, et on peut le démontrer avec ce qu'on appelle les AOP, les Adverse Outcome Pathway, et les voies qui sont fondamentales dans les mécanismes d'apprentissage et de mémoire. Et cette perturbation par le plomb de ces voies d'apprentissage, et ici de la voie NMDAR, de ce récepteur NMDA, elle s'explique par le fait que le plomb est capable d'être en compétition avec l'ion calcium, donc Pb2+, versus Ca2+, le calcium qui est un messager secondaire du système nerveux absolument essentiel. Et le plomb est capable de se substituer au Ca2+. Cette substitution s'explique, et là je descends à l'échelle de l'angstrom, par le fait que Pb2+ et Ca2+ ont la même charge et le même encombrement, le même diamètre, à peu près 1 angstrom. Donc le plomb arrive très bien à se faire passer pour le calcium, sauf qu'au niveau de la structure interne électronique, le plomb a beaucoup plus d'électrons que le Ca2+, qui est absolument neutre, qui est équivalent à un gaz rare et qui ne fait que passer. Là, le plomb va être capable de créer des liaisons, quasiment des liaisons covalentes avec notre système nerveux, et là où le calcium ne faisait que passer, se lier avec ce système nerveux et donc perturber complètement les messages nerveux. Donc là, on a une vraie théorie de santé publique, même si ce serait encore mieux de la compléter par une théorie des interventions de santé publique qui permettent de diminuer les niveaux d'exposition au plomb et qui montrent une certaine cohérence, comme vous le voyez, de l'échelle des ions jusqu'à celle des populations, de l'angstrom jusqu'aux milliers de kilomètres. C'est un bel exemple de ce à quoi on peut arriver quand toutes les disciplines dialoguent. Cette santé publique, elle est sans limite, et les exemples que je viens de vous donner, comme celui du plomb, celui du tabac, l'illustrent. Il y a très peu de champs qui n'ont pas été ou qui ne seront pas habités, étudiés par la santé publique. Donc vous avez la possibilité de vous intéresser à tous les organes, toutes les fonctions, toutes les situations. Bien sûr, le spécialiste de santé publique s'intéresse à tout ce qui se passe depuis la salle de naissance jusqu'au lit de mort, et tout ce qu'il y a entre les deux. Pour s'intéresser à la salle de naissance, il faut même s'intéresser à ce qui se passe en amont, on rentre dans la chambre à coucher. Moi, quand j'étais ici, il y avait des spécialistes qui s'intéressaient aux rapports sexuels, et quand j'en parlais à l'extérieur, on me disait « mais les rapports sexuels, ce n'est pas un objet scientifique, c'est pour discuter dans les cafés ». Voilà. Non, c'est un objet bien sûr absolument essentiel, encore plus bien sûr quand on est dans les années 80 et qu'il y a l'épidémie de VIH qui débarque. Et donc, voilà, que ce soit les salles d'opération avec Ignace Semmelweis ou les essais cliniques, les salles de jeu avec la problématique des addictions, les écrans qu'on a évoqués, les écoles, le lieu de travail. Il n'y a pas de lieu dans lequel les spécialistes de santé publique ne sont pas légitimes pour entrer, je crois. Alors, bien sûr, pas de limite en termes de champ d'investigation, ça ne veut pas dire pas de limite en termes de puissance. Malheureusement, nous sommes limités et modestes sur nos capacités, surtout en l'absence de mécanismes qui rendraient les moyens d'action de la santé publique proportionnés aux besoins. Et dans beaucoup de domaines, ce n'est pas le cas. Il y a des situations intéressantes, le cas du tabac que j'ai évoqué. Il y a une taxe sur le tabac, des saisies sur tous les trafics de drogue illégale qui permettent de financer à des niveaux raisonnables la recherche sur le tabac et les addictions. On n'est pas dans cette situation pour beaucoup d'autres problèmes de santé publique. Ce qui fait que malheureusement, on est à la fois sans limite en termes de champ d'investigation, mais parfois impuissant ou trop lent pour aider la société, et qu'il va falloir agir en l'absence de connaissances scientifiques rigoureuses. Alors, je vais conclure en citant peut-être des choses qui vont être un petit peu évidentes pour vous. Vous aurez dans votre carrière des défis qui sont d'abord tous ceux que tous les scientifiques peuvent rencontrer, à savoir d'apprendre à répondre rigoureusement aux questions posées par d'autres, et ça c'est essentiel, et je crois qu'on l'apprend toujours très bien
à ce master ici. C'était le cas il y a 25 ans et je n'ai pas de doute sur le fait que ce soit toujours le cas. Il faut aussi apprendre à ne pas répondre à toutes les questions posées, parce qu'il y a beaucoup de sollicitations et si on ne fait que ça, parfois on passe à côté de la grande question. Il faut, et ça c'est pas facile de l'apprendre d'ailleurs, et c'est vraiment pas évident, il faut aussi apprendre à se poser des questions. Et comme vous le savez, il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas pourquoi on parle de chercheurs, ils diraient mais on devrait les appeler des trouveurs. Non, je pense que c'est essentiel de se considérer comme étant chercheur, parce que le plus difficile est de poser la bonne question. Je ne dis pas que toutes les réponses se limitent à des réponses techniques, mais à partir du moment où vous avez bien formulé un problème, l'intelligence collective humaine peut faire des miracles. En revanche, poser la question et réussir à la faire accepter comme une question est une tâche qui peut prendre énormément de temps. Et puis, il faut réussir à ne pas être trop tenu par les disciplines traditionnelles qui ont un sens, mais qui sont peut-être surtout formatées pour les questions d'hier et pas toutes les questions de demain. Alors je ne dis pas que les questions évoluent à un rythme tel qu'il faut tout oublier en termes de structuration disciplinaire, mais nos sociétés et les questions évoluent. Alors, d'autres questions qui sont plus propres à la santé publique, je vais essayer d'être très rapide ici. Il y a le défi de la dimension, je vais y revenir. Le défi de la prise de décision publique, il ne s'agit pas simplement de s'arrêter à l'identification des dangers, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, celui du rôle des citoyens et des scientifiques dans cette prise de décision. Le défi des inégalités au sein de notre société et entre les sociétés. Et un défi qui va me permettre d'illustrer tout ça, c'est celui du changement climatique qui concerne nos sociétés dans son ensemble, dans leur ensemble. Alors, j'évoque ici le défi de la dimension. Je ne sais pas si on vous parle beaucoup de ça pendant les cours de master, mais voilà, il y a quelque chose que les spécialistes de sciences des données, de statistiques connaissent très bien, qui en anglais s'appelle « the curse of dimensionality », la malédiction de la dimension, qui nous dit que quand la dimension d'un problème, en termes de nombre de variables, augmente, eh bien, l'aptitude à estimer précisément ce qui se passe en un point donné de l'espace, c'est-à-dire pour des valeurs données de variables, c'est-à-dire peut-être chez des gens qui ont 60 ans et qui ne fument pas et qui sont dans telle catégorie sociale, a tendance à décroître parce que la densité des observations, elle, diminue. Je ne vais pas m'étendre sur les causes, mais c'est quelque chose d'absolument essentiel. Et donc, ce qui est essentiel ici dans le message que nous donnent les sciences des données, c'est que l'accroissement du nombre de paramètres mesurés, du nombre de variables, n'est pas toujours synonyme d'un accroissement de l'information qui peut être extrait. Ça, c'est pas facile à expliquer à un clinicien qui vous dit qu'il a une nouvelle plateforme de omics qui va lui permettre de mesurer des choses qu'on ne voyait pas avant. Si elle augmente, elle nous rapporte 100 000 variables, ça ne veut pas dire, il y a probablement de l'information là-dedans, mais votre aptitude à extraire l'information à effectif constant, à nombre de sujets constant, a peut-être décru alors que quand cette information vous est apportée. Donc ça, c'est essentiel à une époque où, dans beaucoup de problèmes de santé publique, la structure des données n'est plus « j'ai un déterminant et un paramètre de santé ». Voilà, c'était Dole et Hill, 1940, 1950. Est-ce que le tabac, le cancer du poumon ou la mortalité, mais un grand nombre de facteurs extérieurs, par exemple l'exposome, plusieurs centaines de variables physiques, chimiques, psychosociales, notre microbiome qui est à l'interface entre l'extérieur et l'intérieur de l'organisme, avec des centaines de milliers d'espèces qu'on peut quantifier, dont on peut aussi quantifier les caractéristiques génétiques, la méthylation sur notre génome, les produits de transcription de ce génome, les protéines, les métabolites, tout ceci peut être quantifié, c'est juste une question de moyens, avec des volumes d'urine, de sang relativement limités. Bien sûr, notre génome qu'on peut séquencer maintenant extrêmement précisément, et notre santé qu'on peut caractériser. Vous voyez que là, la dimension du problème est absolument colossale, et que si on est dans des approches purement agnostiques, à moins d'avoir un effectif énorme, on va essentiellement générer du bruit. Donc, sans m'étendre, accroître P, la dimension du problème, sans accroître simultanément le nombre de sujets, et je dirais sans faire de la réduction de l'information informée, c'est une hérésie à la fois sur le plan scientifique et puis sur le plan financier, parce que ça coûte extrêmement cher. Alors pour conclure, j'en viens à
un problème qui n'est pas forcément illustratif de ce problème de la dimensionnalité, mais qui est essentiel pour nos sociétés et dans lequel la santé publique peut avoir un rôle à jouer, même si ce n'est vraiment pas la seule discipline. Ce problème, c'est celui du changement climatique. Pardon. Qui a été identifié par la science et qui est représenté par ce schéma ici qui nous donne les émissions annuelles d'équivalent de CO2 à travers les décennies. Vous voyez qu'on n'est pas loin de 40 gigatonnes de CO2 ou équivalent émises. Et l'accord de Paris et des décisions macroscopiques qui ont été prises nous disent qu'à échéance à peu près 2050, entre 2040 et 2060, si on veut être dans les limites de cet accord d'un accroissement inférieur à 1,5 degré, qu'on est en voie de dépasser d'ailleurs, fixé par l'accord de Paris il y a quelques années, il faudrait être neutre en émissions nettes, émettre autant qu'on capture et que la nature capture de gaz à effet de serre, et ce qui nous amène pas loin qui nous amène à zéro émission nette et à peine plus d'une dizaine de milliers de gigatonnes émises pour tenir compte du fait de ce qui est capturé et capturable à l'heure actuelle avec les technologies disponibles. Donc vous voyez que ça veut dire qu'en une petite trentaine d'années, une bonne vingtaine d'années, il va falloir faire une trajectoire qui est l'inverse de la trajectoire qu'on a faite en 2 ou 3 siècles depuis qu'on a commencé à adopter les énergies fossiles à partir de la fin du XVIIIe siècle et sérieusement à partir du XIXe siècle. Cette adoption, elle s'est faite bien souvent en ignorant et en n'écoutant pas beaucoup les spécialistes de santé publique. Elle s'est faite quand même avec plein de débats dans la société et à un rythme relativement lent. Un changement aussi radical que ça, qui est de faire le chemin inverse en termes d'émissions en 30 ans, est absolument spectaculaire. C'est du jamais vu dans nos sociétés. Je ne sais pas si on le fera, mais le faire sans l'aide de l'ensemble des disciplines scientifiques et sans des disciplines comme la santé publique qui ont permis d'identifier les effets néfastes des énergies fossiles, qui ont aussi des effets positifs parce qu'elles nous aident à synthétiser des médicaments notamment, eh bien, serait extrêmement risqué. Donc c'est un défi et qui concerne vraiment la santé, parce que si on regarde les principaux secteurs émetteurs de gaz à effet de serre, on a le transport, le résidentiel, l'agriculture, l'énergie. Ils sont tous liés à la santé. Le transport parce que ça conditionne nos modes de déplacement et donc notre activité physique, et puis les émissions de pollution. L'agriculture parce que ça conditionne notre régime alimentaire qui est bien sûr lié à la santé. L'industrie parce que c'est lié à notre exposition à de nombreuses substances chimiques. Et l'industrie de l'énergie parce que les sous-produits de combustion, eux aussi, créent de la pollution atmosphérique. Alors je parlais d'inégalités, et ces inégalités, elles sont présentes dans tous les champs de la santé publique, y compris ceux qui sont liés au changement climatique. Vous avez ici des points qui représentent les émissions de CO2 par habitant, et de façon pas surprenante, ce sont les pays les plus riches qui émettent le plus par habitant. Maintenant, quand on raisonne en termes de vulnérabilité et d'impact, ici c'est simplement les impacts qui sont liés à la productivité agricole, les plus importantes concernent les pays pauvres, les pays d'Afrique centrale, les pays d'Amérique du Sud, certains pays d'Asie, qui sont ceux qui sont les moins émetteurs de gaz à effet de serre. Donc on a un vrai problème ici d'inégalité et de redistribution entre les sociétés, donc à une échelle qui n'est pas du tout simple en termes de redistribution, mais cette figure redonne la même chose en intégrant d'autres impacts que la productivité agricole, et elle montre que, en fait, il y a assez peu de pays qui sont dans la situation jaune intermédiaire pour lesquels on est à peu près au même niveau en termes de contribution aux émissions de CO2 et de sensibilité aux impacts. Bien souvent, soit on est un fort émetteur et on subit peu les risques, soit on est un faible émetteur et on subit beaucoup les risques. Tout ce que vous voyez ici à l'échelle des pays, et ça pose des enjeux de gouvernance absolument énormes, ça se reproduit bien sûr à l'intérieur des pays, à la fois pour le changement climatique ou d'autres enjeux de santé publique. Ici, je prends juste pour conclure un exemple qui concerne l'épidémie de SARS-CoV-2 que nous avons tous subi, un travail piloté ici par de nombreuses personnes ici présentes, dont Josiane Warszawski, qui, quand elle n'était pas occupée à passer en ligne tous les examens du master
et à faire des cours en ligne, mettait en place cette superbe cohorte EPICOV qui est sur une base représentative et qui a permis de capturer l'ensemble de des gradients sociaux et des gradients en termes d'origine et de démontrer par exemple ici une prévalence de l'infection de séropositivité SARS-CoV-2 plus importante chez certains immigrants et notamment ceux qui sont immigrés d'origine extérieure à l'Europe. Voilà, donc vous le voyez, la santé publique est essentielle, sans limite, rarement visible, constituée d'un subtil mélange, ce qui la rend comparable quelque part à l'atmosphère, et c'est pour ça que j'ai choisi ce titre de la santé publique, comme on respire. Cette santé publique, en plus, elle peut vous permettre de mieux connaître et peut-être même de comprendre le monde, donc profitez-en, partagez-la. Merci beaucoup. Bonjour, moi ma question est très simple. Je voulais de constat et par expérience, j'ai souvent l'impression que la santé publique dépend aussi des régions et a un fort lien avec l'économie. Est-ce une réalité? Je ne sais pas. La réponse rapide. Alors la réponse rapide est très clairement oui pour l'économie, parce qu'on peut être amené à se positionner sur beaucoup d'objets, de comportements, d'entités qui représentent des intérêts économiques forts et dont la réglementation, dans un sens ou dans l'autre, va avoir des impacts économiques. Le lien avec l'économie, c'est aussi le lien avec la discipline économique, et il y a un enjeu essentiel à ce qu'il y ait davantage d'économistes de la santé formés, parce qu'ils ont un rôle absolument crucial. Pour ce qui est des régions, c'est à la fois, ça peut sembler extrêmement naturel de dire que les régions sont concernées par la santé publique. Après, si on est dans la région au sens administratif franco-français, ou voilà, des régions d'une taille similaire à celle qu'on a dans les pays d'Europe, moi j'ai envie de dire, en tout cas dans le contexte d'un pays comme le nôtre et de pays qui investissent, on va dire, modérément pour la santé publique, c'est-à-dire qui n'ont pas des moyens illimités, la tentation de tout régionaliser, c'est-à-dire de tout dupliquer ce qu'on a parfois à l'échelle nationale, à l'échelle régionale, n'est pas évidente, parce que ça implique d'avoir un nombre d'experts absolument colossal. Et si vous posez une question donnée, en fait, dans chaque région française, vous allez rarement avoir tous les spécialistes des maladies infectieuses, des facteurs chimiques, des facteurs psychosociaux, etc. Donc ça suppose vraiment de former des spécialistes en nombre beaucoup plus important qu'on l'a à l'heure actuelle. Et puis ça, ce serait justifié si les problèmes se posaient de manière différente. Et à l'heure où, pour beaucoup de facteurs et de choses, l'Europe est une réalité, moi je ne suis pas convaincu que la région soit toujours la bonne dimension. En tout cas, dans votre analyse, en tant que spécialiste de santé publique, vous devez vous demander quelle est la bonne échelle auquel attaquer le problème. Il y a plein de problèmes, voilà, le tabagisme, l'alcool. Moi, les régionaliser, même si les gens du Sud-Ouest vont vous dire qu'ils ont une relation particulière avec le vin de Bordeaux, etc., enfin, ça n'a pas forcément de sens. Et d'ailleurs, ce serait sûrement mieux traité si l'alcool était traité au niveau de Bruxelles, parce que la France fait partie des 3 seuls pays à ne pas mettre en œuvre les taxes sur l'alcool, au-delà de la TVA, que Bruxelles rend possible. Donc je pense qu'un vrai enjeu, c'est de savoir à quelle échelle le problème est le mieux adapté. Moi, dans ma carrière, une des choses très agréables, en fait, c'est d'avoir pu interagir avec tous les niveaux. Et c'est imprévisible d'ailleurs de savoir quand ça va réagir. Mais sur la pollution atmosphérique, on travaille très bien avec l'échelon communal. À Bruxelles, ça bouge très très peu. Les normes bougent très très lentement. Mais à l'échelle de la commune, il y a des actions faisables. Et en tout cas, la municipalité où je vis, moi, a été réactive. Sur les produits chimiques, Bruxelles réagit alors que l'échelon national un petit peu. Sur d'autres sujets, c'est l'échelle internationale, voire l'exemple de la couche d'ozone, qui est un problème de santé, parce que le jour où il n'y a plus de couche d'ozone, c'est des mélanomes pour beaucoup de monde. Eh bien, ça, c'est des conventions internationales. Donc, c'est passionnant, et vous pourrez, dans le cadre de votre carrière, interagir à tous ces niveaux avec des logiques qui sont complètement différentes, mais qui peuvent avoir du sens. Donc, au milieu de tout ça, la région est vraiment pas l'échelon qui ressort. Et moi, j'avoue que je ne suis pas à pousser plein d'initiatives régionales, parce que je sais juste qu'à l'échelle nationale, avoir les bons experts sur une question, on a déjà du mal. Donc,
Je suis plutôt à considérer qu'à budget constant, il vaut mieux être à l'échelon le plus grand, efficace, et puis voilà, et ce serait ça ma réaction.